Bien, bonjour à tous, bienvenue à la Tour Mazars. Notre colloque de cette année s'ouvre, comme vous pouvez le constater, au 14e étage, dans un cadre qui nous élève. Cela devrait nous aider à regarder plus loin, au loin, pour réfléchir ensemble et pour écrire ensemble une nouvelle page pour les praticiens hospitaliers dans l'hôpital public de demain. D'abord, merci à la Société Mazars, qui a bien voulu accueillir notre colloque annuel. Le lien nouveau entre les commissaires aux comptes et l'hôpital public viennent d'être soudés dans le cadre de la nouvelle loi HPST. Nous sommes appelés à nous rencontrer dans l'avenir, à apprendre les uns des autres, à contribuer chacun à notre place, à faire en sorte que nos hôpitaux publics acquièrent la pérennité que nous voulons. Merci particulièrement à Paul Nollet, qui a permis l'organisation de cette journée. Nous avons choisi ce thème de l'avenir des praticiens hospitaliers dans l'hôpital public car nous avons tous présents à l'esprit des inquiétudes, des doutes, assis sur des exemples aujourd'hui multiples de situations concrètes de dysfonctionnement que je qualifierais de majeures. Alors tout d'abord, je vais vous demander d'excuser l'absence de M. Xavier Bertrand, ministre de la Santé. Je sais que son absence n'est pas une fuite, mais qu'elle est due à un agenda particulièrement bousculé. Nous regrettons cette absence, mais nous ne doutons pas que nos travaux d'aujourd'hui parviendront jusqu'à lui, notamment par le biais de Madame Annie Podeur, qui va venir nous rejoindre lors de la seconde table ronde. Annie Podeur a accepté de se soumettre à vos questions et interrogations. Nous serons attentifs à rechercher dans ces réponses le début des réponses que le monde hospitalier attend. Pour entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler que nous disons oui à un hôpital efficace, mais non à un hôpital entreprise. Nous disons oui à l'évolution nécessaire de nos pratiques dans un hôpital public renforcé dans ses valeurs et dans ses missions, mais nous disons non à la privatisation, larvée ou non, de l'ensemble du système de santé français. Il est utile que nous réapprenions à penser, avec un A, l'hôpital, pour penser, avec un E, son avenir. On voit qu'il y a là matière à l'expression du volontarisme et par voie de conséquence à l'association de chacun des acteurs à l'élaboration de solutions. Rappelons à mesdames et messieurs les commissaires aux comptes qui nous accueillent aujourd'hui et qui vont avoir en charge la surveillance de notre avenir économique que l'hôpital public, ce sont 1,2 million de salariés, premier employeur de France. Cette force de quantité est aussi notre fragilité. Elle ne nous exonère pas d'accompagner nos doutes. Pourquoi nous interroger aujourd'hui, toujours et encore, sur notre avenir, au point que l'existence même du caractère public de l'hospitalisation semble être mise en cause? L'état des lieux nous alerte. Je ne prends qu'un exemple, c'est un exemple récent. Hier, lors du séminaire des dirigeants hospitaliers à l'école militaire, l'ensemble des présents, présidents de CME, directeurs, ont hélas fait preuve, ou ont fait montre, de peu d'optimisme. L'interpellation des pouvoirs publics était réelle et répétée, notamment sur les malaises persistants que nous avons dénoncés à plusieurs reprises, je dirais dans nos actions et dans notre communication. Je vais les citer. Ces malaises, vous les connaissez. Malaises tout d'abord liés à une dévalorisation, voire à un mépris, ressenti par beaucoup de nos collègues dans leur exercice quotidien. Je pense à l'apparition du décret sur les CME que tout le monde connaît. Malaises liés aux problèmes non résolus depuis des années, comme ceux de la démographie et même de l'attractivité des carrières, obérés par la rémunération de la permanence des soins, comme vous le savez. La compétition entre le public et le privé, qui aurait pu être une chance, devient un handicap au détriment du public. Le système se déséquilibre durablement. S'ajoute aujourd'hui un nouveau déséquilibre public-public qui ressort des nouveaux contrats en fonction des spécialités, en fonction de la territorialité et que sais-je encore, et qui peut porter, on le sait, à terme, le coup fatal à certains sites hospitaliers. Malaise lié également au démantèlement programmé du service public hospitalier et la ventilation entre le privé et le public qui serait laissée à l'appréciation des ARS. Madame de Saulle nous en parlera. Malaise lié à l'évolution des tarifs qui vise à privilégier le secteur privé, on le sait, avec des écarts de 1 à 20. Enfin, malaise
liées aussi et surtout au financement des enveloppes, amputées en ce qui concerne les MIGAC de 350 millions d'euros et en ce qui concerne la permanence des soins amputée de 60 millions d'euros. Ces sommes sont retirées des budgets hospitaliers. Et comme le font remarquer les présidents de CME de CHU de France, tout cela marque une volonté inavouée ou avouée, en tout cas délibérée, des pouvoirs publics actuels. Hier, et Gilles Chauvin était avec moi, donc il le sait, le président de la FHF a même dénoncé l'installation d'une médecine à deux vitesses. Ce n'est pas tenable. À ces interrogations largement partagées, nous n'avons pas obtenu de réponse concrète ou autre que des énumérations de bonnes intentions comme autant de vœux pieux. Voilà pourquoi nous interrogeons sur notre avenir, sur notre devenir, dans quel système de soins, dans quel hôpital public. En qualité de première intersyndicale de praticiens hospitaliers, nous devons, à l'INPH, ajuster nos constats, ajuster nos propositions et nos demandes à ces évolutions unilatérales subies au quotidien, décidées sans grande concertation, ce qui ne serait pas très grave si elles l'étaient de manière concertée. Face à ce constat, il faut se souvenir d'où nous venons. L'hôpital a considérablement évolué en 50 ans, de l'hospice aux grands hôpitaux publics ou au CHU, grâce au mouvement d'humanisation, de technicisation ou de modernisation. Notre espoir vient du plébiscite des Français, 81 d'avis favorables, selon le dernier sondage Sofres. Alors pourquoi entamer le mouvement inverse ? Pourquoi ce sentiment largement partagé d'attaque incessante pour affaiblir ce grand et bel édifice de la santé qui nous valait il y a quelques années la première place au classement de l'OMS ? Participer à la reconquête de cette première place aujourd'hui perdue est un challenge que tous les pouvoirs publics devraient avoir pour horizon. En notre qualité de praticien hospitalier, nous avons le devoir, vous le savez, de remplir des missions de service public, soins de recours, soins lourds, polypathologie, enseignement, recherche, précarité, permanence des soins. Quelques chiffres qui sont édifiants. 100% des réanimations néonatales y sont assurées. 90% des enfants de moins de 15 ans y sont pris en charge. 97% des personnes âgées atteintes d'Alzheimer y sont soignées. 63 000 étudiants en médecine et 100 000 étudiants pour les professions paramédicales sont présents. Il n'existe peu d'alternatives. La saine émulation entre deux systèmes ne peut s'apparenter à une vente à la découpe du service public au bénéfice des cliniques privées. Rappelons, vous le savez sans doute, qu'il y a eu récemment un retrait d'un projet d'amendement pour brader ces missions du service public. Le boulet n'est pas passé loin, notre vigilance doit rester intacte. Faire évoluer l'offre de soins au service de la population doit répondre à une triple exigence. L'accès aux soins pour tous, la qualité des soins partout, et une proximité des services. Il ne s'agit pas de fermer les hôpitaux, ou en tout cas pas seulement, mais de réorienter l'offre de soins. Le raisonnement ne peut pas s'écarter de la notion de service rendu à la population. La politique hospitalière, en un mot, ne doit pas se réduire à une politique tarifaire. C'est une notion économique qui semblera peut-être quelque peu étrange à nos amis commissaires aux comptes ici présents, mais ils doivent l'avoir présent à l'esprit, car la réalité de nos pratiques s'inscrit dans ce cadre particulier. Comme vous le savez, donc comme on vient de vous le rappeler, cette journée va être scandée par deux tables rondes, la première sur l'hôpital public de demain et la seconde, quel avenir pour les praticiens hospitaliers. Ces deux tables rondes s'articuleront nécessairement autour des défis qui nous attendent. Je les cite rapidement. Défis démographiques que constitue le vieillissement de la population et qui requiert une évolution de nos prises en charge en transversalité ville, hôpital, médico-social. Défi épidémiologique, l'organisation actuelle médicale est fondée sur la prise en charge actuelle de pathologies aiguës, alors que la transition épidémiologique nécessite la prise en charge des pathologies chroniques. Défi technologique et réglementaire, souvent associés et souvent difficiles. Défi des décloisonnements entre la ville et l'hôpital. Décloisonnement entre le sanitaire et le médico-social. On sait bien que ces cloisonnements sont source de dysfonctionnement. Défis liés à l'évolution des comportements, tant des usagers, suite à la loi du 4 mars 2002, que des professionnels, dans ce contexte démographique catastrophique que nous avons évoqué. Et enfin, bien sûr, ce défi majeur que constitue le défi financier qui fait suite au mode d'application de la T2A qui exige de gagner en efficience tout en préservant l'éthique du service public. De nos travaux ressortira, je l'espère, l'hôpital de nos rêves.
L'hôpital de nos rêves, celui qui garde notre triple vocation, mission soins, mission enseignement recherche, qui sauvegarde les raisons de notre engagement pour un hôpital ouvert et transparent, qui travaille en réseau et en partenariat. Bref, un hôpital fonctionnant comme la grande équipe qu'il est de fait. Restera à concilier les intérêts mélangés des équipes, les intérêts mélangés des pôles, les intérêts mélangés d'autres strates administratives qui ignorent trop souvent ce qui devrait nous unir, la qualité des soins et la pertinence des actes. Les praticiens doivent trouver leur place, je dirais même, les praticiens doivent trouver leur compte dans cet hôpital que nous voulons. Nos défis sont aussi multiples, ils tiennent en 3 mots, remédicalisation, responsabilisation et revalorisation. N'ayons aucune crainte d'affronter l'avenir dans l'hôpital public. Ce n'est pas le rapport Hénard sur les nouveaux métiers en santé ou le contrat de clinicien, contrat que je continuerai à nommer contrat bling-bling, ou une permanence de soins financièrement très déséquilibrée, ou encore une responsabilité médicale mise sous tutelle. Tout cela ne sera pas de nature à nous rassurer. De plus, la qualité des soins n'est pas suffisamment prise en compte et l'innovation pas valorisée. Le fruit de nos réflexions d'aujourd'hui doit permettre de contribuer à relever ces défis afin que demain nous puissions à nouveau nous reconnaître dans l'hôpital que nous avons choisi. Comme l'a écrit Kundera, la source de la peur est dans l'avenir. Qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre. Il est possible de choisir l'optimisme contre le laisser-faire. Si nous avions une raison et une seule de participer aujourd'hui, ce serait celle-là, notre détermination à ne pas laisser faire. Je vais maintenant passer la parole à Pascal Beau. Merci de votre attention.